Certains animés, comme Hunter x Hunter, Death Note, SNK ou plus récemment Orbe du mouvement de la Terre, traitent, plus ou moins frontalement, d'un questionnement tout particulièrement intéressant. Qui est le bien et qui est le mal? Ou plutôt, qu'est-ce que l'un ou l'autre? On a tendance, en tant qu'être humain, et ce depuis des millénaires, à considérer un clivage net entre bien et mal, comme si ces concepts étaient évidents et universels, comme s'il était simple de décider de quel élément catégoriser dans le vice ou dans la vertu, comme s'il était donc de notre droit, même de notre devoir, de punir et condamner tout ce qui semble s'éloigner de cette dernière. Cependant, tout ceci est en réalité bien plus complexe qu'il n'y paraît. Comme mentionné en introduction, on va étudier ce questionnement à travers des exemples de mangas, animés, donc il y aura évidemment des spoilers. Bon, maintenant que vous êtes prévenus, commençons. Hunter x Hunter est composé de 6 saisons. La plus longue et la plus dense d'entre elles est la 5, l'arc des fourmis chimères. On commence celui-ci en découvrant Kaito, élève du père de Gon et hunter professionnel. Au même moment, on fait la rencontre de son sujet d'étude, les fourmis chimères. Comme leur nom l'indique, ces insectes sont capables de combiner les attributs de plusieurs espèces animales. En effet, en fonction de ce que la reine mange, les attributs physiques et mentaux de ses enfants différeront. Au cours de cet arc, on assiste donc à la croissance plus qu'exponentielle de cette espèce, que ce soit en termes géographiques de par les territoires qu'elle domine, ou bien en termes de sa puissance. Effectivement, puisque les descendants obtiennent les caractéristiques de la nourriture de la reine, il suffit qu'elle mange des hunters de haut niveau pour que les nouvelles fourmis obtiennent leur pouvoir. Cette espèce commet donc des massacres, kidnappe des enfants, des familles et tout ce qui passe sous leurs griffes pour nourrir la reine, Traumatisant ainsi un pays entier. Un jour, et c'est là que le thème de la vidéo commence à surgir, le roi naît. Ce roi chimère, mi-fourmi, mi-humain, est l'être le plus puissant, non seulement de son espèce, mais aussi de toute espèce animale, humain y compris. Dans l'animé, les fourmis chimères, à l'instar du roi Meruem, apparaissent au premier abord comme l'ennemi, l'antagoniste ultime de l'humanité tout entière. Il semble donc être du devoir des humains d'éradiquer cette menace. Pour ce faire, le plus puissant d'entre eux, le président des Hunters Netero, est missionné d'éliminer le roi. Il semble donc certain jusque-là que Meruem est le mal incarné, et que Netero, comme pendant positif, est le sauveur de notre espèce, sauveur de la paix, du bien. Pourtant, une certaine ambiguïté commence à émerger durant leur face-à-face. Voyez ce que Meruem affirme. Nous n'arrivons pas à comprendre. Est-ce que tu tiens à te battre pour sauver le genre humain? Si c'est la raison qui te guide, tu devrais voir notre projet comme une forme de coopération. Beaucoup de choses ne vont pas dans votre société. Vous avez créé ce que vous appelez des frontières pour délimiter des territoires. D'un côté de la frontière, des enfants meurent de faim dans l'indifférence. Et de l'autre, des êtres immondes et oisifs possèdent toute la richesse. C'est le comble de l'absurde. Nous allons détruire ce que vous avez bâti avant de tout redistribuer. Nous mettrons en place un monde égalitaire où les classes et les divisions auront disparu. Il est en effet indéniable que quantité d'horreur et d'injustice ont lieu sur Terre. Le projet de Meruem est donc au fond plutôt vertueux. Il n'a pas pour but de s'enrichir ou de manipuler les gens, il semble au contraire vouloir bâtir un monde où ce qu'il considère comme le mal aurait été éradiqué. Un projet que pourtant semble ignorer Netero. Peut-être par dépit, ayant accepté la réalité telle qu'elle est, son unique mission étant d'éliminer Meruem. Il dit par ailleurs qu'il vaut mieux agir vite par peur de changer d'avis. Cela m'évitera d'être assailli par le doute. Et surtout, c'est à la fin de leur affrontement que l'ambiguïté entre bien et mal est exacerbée lorsque Netero déclare « Tu ne comprends rien à la malveillance infinie des humains. » avant de déclencher une bombe pour achever Meruem. Il aurait pu en fait le faire depuis le premier instant du combat. Le roi dit d'ailleurs que Netero savait depuis le début qu'il y avait échec et mat. Le bien, le mal ne l'intéressait en fait pas tant. Ce qui lui importait, c'était de s'amuser, de se divertir, se challenger. Il est catégorisé du côté du bien davantage parce qu'il défend les humains que de par les idéaux qu'il prône et protège. Cela par ailleurs coïncide parfaitement avec la phrase qu'il prononce. L'humain est malveillant, une malveillance infinie dont le but est de régner, de dominer et aussi évidemment, comme toute forme de vie, de survivre. Cette volonté de dominer semble au premier abord également collée aux fourmis chimères, sauf que comme Meruem le mentionne plus tôt dans leur face-à-face, celle de l'humain est basée sur une individualité, donc cette volonté de dominer s'illustre de manière égoïste, ignorant tout ce que cela entraîne d'un point de vue moral et rationnel. De plus, dès le début de l'arc, on considère les fourmis chimères comme néfastes, dangereuses, comme un mal à éradiquer. Elles sont vues comme monstrueuses, meurtrières, notamment du fait qu'elles mangent des humains. Mais tuer d'autres espèces animales pour se nourrir n'est pas exactement ce que l'on fait. On fait même pire, à vrai dire, puisque beaucoup tuent pour le plaisir uniquement, sans intérêt de survie derrière. On voit donc qu'une forte ambivalence émerge de cet affrontement au premier abord très manichéen. Le bien et le mal ne sont pas ici aussi définissables qu'ils le paraissent. Peut-être que le mal que combat Netero n'est en fait qu'une invention de l'esprit créée pour protéger un état établi, peu importe ce qu'il contient. Alors le bien serait simplement le camp des humains,
peu importe qu'elle représente. Cette réponse est certes loin d'être satisfaisante, mais pourtant c'est celle qui semble se profiler ici. Ce qui est particulier avec ce thème du bien et du mal est que cela a l'air de ne s'adresser qu'aux humains, puisque si on prend l'exemple de la violence et du fait d'user de la force pour dominer, qui globalement est proscrit dans nos sociétés, cela ne s'applique pas du tout au reste des espèces animales. En effet, comme pour le cas de Meruem, cela fait complètement partie de leur nature, et c'est même un comportement nécessaire pour leur survie. La nature est violente. Mais alors, si ce n'est pas un dû à toute espèce animale, pourquoi ces concepts nous semblent-ils si importants ? Pourquoi sommes-nous si attachés à l'idée d'une nécessité de catégoriser le monde entre ce qu'il faut ou ne faut pas faire ? Avant de répondre à ces questions, abordons un autre penchant du sujet dans un animé au moins tout aussi culte, qui traite du même thème, mais cette fois tout au long de l'œuvre, Death Note. Ici, au contraire d'Hunter x Hunter, nous suivons le problème du bien et du mal du côté du protagoniste, bien qu'il puisse aussi être considéré comme un antagoniste dépendamment de votre point de vue. On suit donc Light Yagami, un jeune étudiant japonais brillant, qui un jour trouve un cahier permettant de tuer quiconque aura son nom écrit dedans. Light, pris d'une volonté de justice, se trouve donc traversé par ce dilemme moral. Éliminer les êtres néfastes de la société, les meurtriers et les criminels, afin d'éradiquer le mal, ou bien ne rien faire face à ce vice. L'exemple de Death Note est particulièrement intéressant ici car il pose frontalement la question du mal comme solution au mal. En d'autres termes, quel camp choisir entre l'éradication du mal par le mal lui-même et la peur, ou bien le camp de l'inaction par respect du bien. Et par ailleurs, dans l'anime, Light résume très bien l'hypocrisie de la population face à ce dilemme presque insoluble. Par exemple, tu peux être sûr qu'aucun prof ne proposera à ses élèves un débat autour de la question « Peut-on tuer quelqu'un de nuisible ?» Mais en imaginant que l'un d'eux le fasse, chacun rivalisera d'hypocrisie. Ah non monsieur, c'est pas bien. Tu peux être sûr que tout le monde dira ça. Alors évidemment, c'est la réponse la plus acceptable. Devant les autres, tout le monde adopte une attitude de façade pour ne pas se faire remarquer. Mais ce que pensent vraiment les gens, ça c'est ce qui apparaît sur le site. Tout le monde aura trop peur pour reconnaître devant les autres qu'ils croient à mon existence. Mais sur internet, ce n'est pas pareil. Les gens se sentent protégés par l'anonymat, et la légende de Kira se propage. Personne n'ose le reconnaître publiquement, mais tout le monde l'a déjà compris. Quelqu'un débarrasse la planète de toutes les personnes nuisibles. Et ceux qui ont la conscience tranquille crient au fond d'eux-mêmes « Vas-y, Kira !» Et cela peut se comprendre, puisque dans ce scénario, en soi, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous vivrez simplement une vie plus tranquille, plus paisible, sans criminels et sans mal. Peut-on vraiment en vouloir aux gens qui cèdent en quelque sorte à l'idée que Light se charge du sale boulot pour pouvoir ensuite profiter du résultat, un monde sans violence, sans inégalité et sans abus ? Peut-être partagez-vous d'ailleurs cette vision. Si on prend le problème rationnellement, l'idée même de s'opposer à cela pourrait sembler insensée. Pourquoi accepter, plutôt qu'effacer, ce qui nuit à une société entière, pour comme unique raison le respect d'un concept abstrait comme le bien, peut-être même inventé par l'homme ? La notion qui répond à tout cela est sans aucun doute la morale. La branche de la morale qui va nous intéresser particulièrement ici est l'opposition entre le déontologisme et le conséquentialisme. Pour résumer, la première pensée, portée notamment par Emmanuel Kant, considère que c'est l'intention d'une action qui la rend bonne ou mauvaise, indépendamment des conséquences. La deuxième branche, portée quant à elle par des penseurs comme Benjamin Bentham ou John Stuart Mill, considère en revanche que seul le résultat de l'action compte, que l'intention soit bonne ou mauvaise. Une branche du conséquentialisme qui va nous intéresser ici est l'utilitarisme, considérant que peu importe les moyens utilisés, ce qui prime est le bienfait global apporté à une population. En somme, si une action apporte plus de bonheur ou d'utilité pour un grand nombre par rapport à un état initial, alors l'action est bonne. C'est donc cette branche de l'utilitarisme que semble ici approuver Light Yagami. Ne compte pas les atrocités qu'il doit commettre, si cela permet ensuite une telle prospérité pour le Japon, alors les sacrifices en valent la peine. Dans ce cas-là, le mal serait même plutôt lié à l'inaction. Light prend donc son pouvoir comme un devoir d'être le dieu de ce nouveau monde. À être, si on veut, le martyr du bien, condamné à porter le mal pour la paix des autres. Il semble ici alors que le concept du mal relèverait plutôt d'un point de vue sur la morale. Mais si tel est le cas, comment et sur quels critères juger de ce qu'il faut faire ou pas ? Comment punir ou non les actions de telle ou telle personne ? Pourquoi décider, si c'est bien une décision, que Light fait le mal en éradiquant ses criminels ? Pourquoi une personne utilitariste aurait raison ou tort face à une personne déontologiste ? Et comment juger de quel mal devrait entraîner la mort, si tant est que ce soit bien à nous d'en juger ? On pourrait légitimement penser que peut-être donc le concept de mal n'existe en fait pas vraiment. Avec ces deux exemples, il apparaît que peut-être, en effet, tout ça ne sont simplement que des normes construites par nos sociétés pour faire régner l'ordre et assurer la cohésion de groupe, et qu'il n'y aurait pas réellement de choses bonnes ou mauvaises. Mais quel est donc le fondement de ce jugement qui persiste ? Est-ce bien une invention de la pensée humaine, ou est-ce malgré tout une réalité métaphysique qu'il faut appliquer ? Creusons un peu un nouvel exemple. Celui-ci dépeint très bien la morale comme une construction sociale et surtout humaine, c'est Shingeki no Kyojin. Nous n'avons aucun autre moyen de nous rebeller contre ce monde cruel et impitoyable. Hurlez votre rage, soldats!
Montrez-leur notre détermination! Combattez jusqu'à votre dernier souffle! Pour résumer, dans la Magistrale saison 4, on voit s'opposer deux camps, l'île de Paradis et la nation de Mar. Durant l'œuvre, on voit clairement la haine que ressent chacun des camps pour l'autre. En effet, Mar considère Paradis comme l'incarnation du mal, de par la capacité enfouie de ses habitants de se transformer en titans, due à leur lointain lien de parenté avec Ymir, le titan originel. De l'autre côté, Paradis considère Mar comme le mal absolu, ces derniers les ayant persécutés et forcés à la réclusion pendant plus d'un siècle. L'un comme l'autre ont donc défini une représentation du mal, et qu'elle soit justifiée ou non n'est ici pas la question. Ce qu'il faut retenir est que chacun croit savoir ce qu'est le mal, et le combat, et croit par conséquent qu'ils sont eux-mêmes du camp du bien. Voici par ailleurs un extrait où Eren résume parfaitement cette idée. Il fut un temps où, pour moi, au-delà de la mer, il n'y avait que des ennemis et rien d'autre. Mais depuis, j'ai traversé les flots, vécu sous le même toit que tous ces gens, et partagé jusqu'à leur repas. En fait, toi et moi, on est pareils, Rainer. Vous avez votre lot d'ordures, bien sûr, mais aussi de gens bien. Que ce soit au-delà de la mer, ou à l'intérieur des murs, on est tous les mêmes. Mais toute votre vie, on vous a enseigné que les habitants des murs étaient de véritables démons. On vous l'enfonce dans le crâne en permanence, et ce dès votre plus tendre enfance. En grandissant sous l'emprise de cette propagande, qu'est-ce que tu aurais pu faire ? Tu n'aurais rien pu faire, je te le dis. Un habitant de Mar croira, de par l'éducation qu'il a reçue, que les Eldiens sont des monstres, des êtres mauvais et condamnables. En effet, plus que la morale, c'est surtout la représentation du mal qui est ici remise en question. Et en abordant la chose avec du recul, on voit aisément que tout ceci n'est qu'une construction sociale, culturelle, mise en place par le pouvoir un siècle auparavant à cause d'une haine contre ce peuple, cela couplé à un désir de contrôle de la population. En effet, une fois un ennemi commun érigé, la nation avance vers le même objectif, les anéantir, limitant ainsi les divergences de comportement. Pour reprendre les dires de Nietzsche, la morale et les concepts de bien et de mal sont bien pratiques, mais limitants, et surtout potentiellement très problématiques en fonction de qui les érige. Ici, je ne veux pas développer plus que cet aspect sur SNK car je compte prochainement faire une vidéo entière dédiée à l'œuvre, d'autant plus que sur ce thème restreint du bien et du mal, cela risquerait de se répéter un peu avec les autres exemples. En revanche, pour continuer sur cette partie de la représentation construite du mal par l'autorité du pouvoir, laissez-moi vous parler du prochain exemple, Orbe du mouvement de la Terre. Cette œuvre récente nous permet cette fois d'aborder la question du point de vue d'une institution chez qui les concepts du bien et du mal sont primordiaux et façonnent les sociétés depuis des siècles, l'Église. Les religions, quelles que soient leurs origines et les divergences de leurs principes, ont quasi systématiquement inclus des règles définissant le bien ou le mal. Pour la religion chrétienne, il y a le fameux « tu ne tueras point » par exemple. Ces principes sont basés sur la morale et permettent de, si on les respecte, rester du côté vertueux défini par l'Église. Petite précision, on va rester ici sur la religion chrétienne puisque c'est le sujet de l'animé dont nous allons parler. Dans celui-ci, différents narrateurs se succèdent pour arriver à une finalité ô combien cruciale, prouver le système héliocentrique, soit que les planètes du système solaire orbitent autour du Soleil et non de la Terre. Aujourd'hui, cela pourrait peut-être sembler anodin, mais c'est en vérité un profond bouleversement pour l'espèce humaine tout entière, changeant à jamais notre vision de l'univers. Ce qu'il est important de retenir est que l'une des raisons justifiant le système géocentrique, avec la Terre au centre de l'univers, était que Dieu avait soi-disant créé l'univers pour l'homme, et donc ce dernier en était nécessairement le centre. Ainsi, comme je le disais plus tôt, l'anime montre différents narrateurs se succédant, chacun tentant de montrer que le système établi était erroné. Un comportement largement réprimé par l'Église de l'époque, considérant que contredire ce système revenait à contredire et critiquer Dieu. Ainsi, aux yeux de presque tous, et surtout de l'Église, ces astronomes étaient considérés comme le mal incarné, des hérétiques qu'il fallait brûler vifs pour en faire sortir le diable. Et donc ce respect des textes sacrés et de la vision de l'Église était plus que crucial, puisque s'en éloigner ou les contredire revenait à contredire Dieu, l'être suprême régissant la morale selon le christianisme. Et pourtant, comme c'est prouvé tout au long de l'animé avec les différents protagonistes, ces scientifiques avaient raison. C'est bien le système héliocentrique, décentrant la Terre et rendant imparfaites les rotations des planètes, qui s'avère être le bon. Ainsi, le mal attaqué par l'Église était une conception construite et erronée du terme. Une erreur causant des centaines, voire des milliers de morts et empêchant l'avancée scientifique et la compréhension du monde et de l'univers pendant des décennies.
Des actions qui, si on adhère à la conception conséquentialiste de la morale vue plus tôt, pourraient sans aucun doute être considérées comme mauvaises. Et l'exemple abordé dans cette œuvre n'est évidemment qu'un exemple isolé de toutes les conceptions religieuses du bien et du mal ayant façonné les principes moraux de nombreuses sociétés pendant des siècles. Alors, il est important de nuancer tout de même, beaucoup de ces principes sont encore en accord avec ceux qu'on a aujourd'hui et n'ont pas tous mené à des bûchers. Mais peu importe, le point crucial à retenir est que ces concepts ont changé au fil du temps et sont donc malléables, dépendant de l'institution aux commandes, de l'époque, des croyances et de notre compréhension du monde. 人類はその日が見えない片側だけに進んでいて、さらにその日の周りを地球も太陽も Un autre élément qui est implicitement soulevé par ces 4 exemples est que le mal viendrait d'une confrontation avec d'autres points de vue. En effet, à partir du moment où l'on ne vit pas seul isolé du reste du monde, la question du bien et du mal, ou du juste et de l'injuste, se pose à nous. Que ce soit les humains face à Meruem, Light Yagami face à la police et la société japonaise, les Eldiens face au peuple Mar, ou enfin les astronomes en quête de vérité face à l'Église. Et il semble donc qu'à chaque fois qu'une nouvelle confrontation de points de vue fait surface, un nouveau débat sur bien et mal le suit. Par exemple pour Hunter x Hunter, avant les fourmis chimères, il y avait évidemment des contradictions internes à l'espèce humaine, des êtres considérés mauvais et d'autres bons. Mais pourtant, lorsqu'un ennemi s'attaquant à l'espèce tout entière apparaît, alors le camp des humains tout entier devient celui du soi-disant bien. Mais qu'est-ce qui définit alors réellement ce qu'est le bien ou le mal? Comment savoir si notre interprétation de ceci est la bonne? On parle souvent du camp et du bien et du mal, mais alors, si vous êtes convaincu de la cause que vous défendez, pourquoi seriez-vous le mal? Ce qui est particulier avec ce thème est que puisqu'il tire de la métaphysique, il n'est techniquement pas possible d'avoir une réponse claire et immuable à ces questionnements. D'où le fait d'ailleurs que même les plus grands philosophes au fil du temps se sont contredits fortement sur la question. Ce qui est indéniable en revanche est que nous avons des interprétations de la morale, et qu'il est crucial de garder en tête que ce sont justement des interprétations qui peuvent donc par définition être complètement erronées. En effet, il semble assez clair qu'il n'existe pas de vérité absolue sur le bien et le mal, mais plutôt un sentiment humain souvent généralisé à un groupe ou une société, afin de lisser les divergences de vision pour maintenir l'ordre et la prospérité. Évidemment, le sujet de la vidéo est de savoir si le mal est une construction sociale, non pas de dire s'il doit ou non y avoir une morale à respecter. C'est assez clair je pense que pour vivre en société, afin justement de pouvoir coexister, il est plus qu'important d'instaurer des règles, parmi lesquelles figure ce qui définit le bien et le mal. Mais donc, comme on l'a vu avec ces 4 exemples, cela est d'une part souvent bien moins clair et définissable qu'on pourrait le penser au premier abord, mais surtout cela est relatif à une époque, à un contexte et aux gens qui peuplent cette époque. Et par conséquent, comme le disait Nietzsche dans Par-delà le bien et le mal, il est parfois important de remettre en question ce soi-disant mal proscrit par le pouvoir pour en faire évoluer les termes. どうせ明日の昼には宝のありかを吐くさ。敵は手強いですよ。あなた方が相手にしてるのは僕じゃない。異端者でもない。ある種の想像力であり、好奇心であり、筆境、それは知性だ。Bref, sur ce, un immense merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à creuser le sujet s'il vous intéresse, car évidemment je ne fais ici que vous introduire au thème et à la réflexion du bien et du mal. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner si cela vous a plu. Je vous dis à bientôt, c'était Aimis.